Donc, aujourd'hui, c'est ma première vidéo pour la chaîne Journée de 48 heures. Alors, la journée de 48 heures, qu'est-ce que ça exprime? Pas grand-chose, si ce n'est qu'on a peu de temps. Peu de temps devant nous et beaucoup de choses à effectuer. Et donc, le but de cette chaîne est de faire gagner du temps à un maximum de personnes et en faisant partager mes astuces de travail, d'organisation, de matériel, etc. Enfin, ça peut être large, ça peut être un peu tout. Donc c'est une chaîne qui est à la fois généraliste mais aussi précise dans son but. Alors aujourd'hui, on va commencer par le début parce que aujourd'hui la vie est numérique, est digitale et donc la première chose à faire pour gagner du temps, c'est d'avoir une bonne organisation, une bonne hygiène digitale. Je ne prétends pas que ma manière de voir les choses est la meilleure, mais en tout cas, elle est le fruit d'une expérience de plusieurs années. Donc peut-être que des personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir encore tester tout ce que j'ai pu tester, ben, seront contents de cela, de connaître ma vision. Donc, donc moi, comment je vois les choses? Je vois les choses très simplement. D'un côté, vous allez avoir un ordinateur principal. Et de l'autre côté, vous allez avoir un ordinateur portable. Donc il vous faut, pour avoir une organisation saine, il vous faut deux appareils. Bien évidemment, je ne prends pas en compte tout ce qui est téléphone, tout ce qui est de l'ordre du gadget, hein. Je parle bien effectivement de PC, dans le sens le plus strict du terme. Donc, vous avez deux PC. Donc, la première question, c'est pourquoi avoir un PC chez soi et un autre qu'on emmène en mobilité? Pourquoi? Comment? Bah, c'est simple. En fait, déjà, chez vous, c'est pas pareil que quand vous êtes dehors. Alors, chez vous, euh, c'est plutôt un ordinateur puissant que vous allez disposer. Donc, ça peut être un ordinateur fixe ou bien un portable, en sachant que le portable use moins d'électricité qu'un gros PC de type tour. Et donc, à partir de là, le choix le plus intéressant, c'est d'avoir un PC chez soi qui est sous Windows. Parce que Windows est un logiciel qui a besoin, est un système d'exploitation qui a besoin de puissance pour évoluer. Donc, avoir un PC puissant avec Windows représente en quelque sorte, entre guillemets, une espèce de point de départ général. Et donc, effectivement, chez vous, vous allez avoir la puissance et la concentration. Hein, vous êtes chez vous, vous êtes bien, vous êtes dans votre bureau. Par contre, quand vous sortez, ce n'est pas la même efficacité ni la même concentration que vous allez trouver, mais plutôt, ça va être un aspect créatif qu'on va chercher quand vous êtes en mobilité. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, vous allez à la bibliothèque avec votre ordinateur portable. Donc, déjà, ça va vous reposer de vos activités habituelles, parce que vous avez peut-être besoin aussi de sortir de chez vous et de ne pas tout le temps travailler chez vous, surtout si vous êtes freelance, surtout si vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui fait beaucoup d'ordinateurs chez lui. Donc peut-être qu'aussi il y a une notion de cassure, de, de se régénérer, et donc partir avec un ordinateur mobile dans une bibliothèque, c'est un bon exemple. Et ça, c'est le premier aspect, donc le repos que vous pouvez acquérir par cette activité, mais aussi la créativité. Parce que on n'oublie jamais assez que, on oublie souvent justement que la créativité euh, n'est pas commandable sur facture, n'est pas commandable par la volonté. Elle arrive par des phénomènes extérieurs en fait au départ. La créativité a toujours comme point de départ une cause externe à soi-même. Et c'est pour ça qu'on dit que les grands artistes s'inspirent d'autres artistes, etc. C'est parce que, en fait, on ne peut pas créer à partir de rien. Ça n'existe pas. Il y a toujours un point de départ à la créativité, quelque chose qui va déclencher chez vous quelque chose qui va amener à construire quelque chose de nouveau, mais il y a un point de départ. Et donc, si vous êtes chez vous, c'est difficile à obtenir. C'est difficile à obtenir, à part évidemment si vous avez l'habitude. Mais des fois, la fatigue, etc., fait que ben, on a besoin de relancer un petit peu la machine, hein, relancer la pompe. Et là, en se retrouvant à l'extérieur, ça peut être dans un McDo qui
propose le Wi-Fi, ça peut être dans une bibliothèque, bref, là où il y a du Wi-Fi, là où il y a des gens, et là où dans une bibliothèque on va pouvoir retrouver des livres, c'est intéressant parce qu'effectivement il suffit de prendre un livre au hasard, de flâner dans les rayons, et vous allez pouvoir découvrir des nouvelles sources d'inspiration, surtout si vous êtes dans un métier créatif. Bon, j'imagine que effectivement un développeur n'aura peut-être pas les mêmes besoins. Donc après, je pense que la créativité se retrouve dans toutes les actions de la vie et je pense que même dans tous les métiers de l'informatique. Je pense que c'est pas uniquement comment dire, les créatifs au sens graphiste, au sens de créateur de contenu artistique, mais aussi, je pense que des développeurs ou des gens qui écrivent des articles, des blogueurs, enfin voilà, il y a un besoin d'extériorisation, et c'est là que justement j'arrive au point important, c'est quel matériel prendre en mobilité, parce que là où c'est plutôt facile de choisir un ordinateur pour la maison, ça l'est beaucoup moins quand il s'agit de choisir un ordinateur pour l'extérieur, la mobilité, parce qu'il y a le problème de l'autonomie, il y a le problème du prix, etc. Et en fait, le titre de ma chaîne ne démontre pas forcément une volonté de proposer des choses à petit prix, mais moi, dans la vie, j'aime bien quand même en avoir pour mon argent, faire attention à l'argent et maximiser un petit peu tout ça. Et donc, c'est pour ça que le choix de cet ordinateur mobile est important. C'est parce que, déjà, premièrement, vous avez déjà acheté un PC fixe ou un PC portable chez vous, et maintenant, il va falloir que vous réinvestissiez dans quelque chose de plus mobile. Parce qu'évidemment, j'imagine que chez vous, vous n'avez pas... imaginons que chez vous, vous ayez pris un ordinateur portable, j'imagine bien que vous n'avez pas pris un 13 pouces. Hein, je pense que minimum, vous avez un 15 pouces, quoi. Sinon, ce serait un peu con. Genre, le mec qui s'achète un ordinateur rien que pour aller chez lui. Alors après, vous allez me dire, la personne qui veut un ordinateur qui fait tout. Ça, je vous dis stop. C'est pas possible. On peut pas avoir le sourire de la crémière. Non, non, c'est pas possible. Il faut directement diviser en deux sa vie digitale. C'est pas possible autrement. J'ai réfléchi. C'est entre le confort d'avoir chez soi des bons écrans, des bonnes puissances, et le fait de disposer dehors de la même chose mais avec une grande autonomie est complètement pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tricher, entre guillemets, c'est-à-dire observer quels sont les meilleurs matériels et, d'une part, quels sont les meilleurs systèmes d'exploitation, output system, qu'on peut mettre sur ces ordinateurs portables. Et donc, quand on fait l'association des deux, on arrive à un résultat. Et c'est ce résultat que je viens vous présenter, qui est un résultat important. Et ce résultat, d'ailleurs, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Alors, le résultat de tout ça, le voici. C'est donc un Acer C720p. Donc, vous voyez, il est très intéressant au niveau de sa taille. Hein. Donc, c'est du 11,6 pouces. Alors, à la base, ce n'est pas un ordinateur PC normal. À la base, c'est un Chromebook. Alors, qu'est-ce qu'un Chromebook? C'est un ordinateur léger qui est censé seulement aller sur Internet et qui a été imaginé par Google. La première fois que vous arrivez sur ce genre de système, vous dites « Waouh, où je suis tombé ?» Il n'y a rien. Il y a 4-5 icônes qui se battent en duel. Si tu n'as pas Internet, tu ne peux rien faire. Tu peux donc rien installer non plus. C'est pas fait pour installer des choses. Enfin bref, c'est l'hécatombe. Par contre, si vous prenez un autre système d'exploitation que vous venez installer sur ce PC, là, vous aurez des résultats intéressants. Et donc, effectivement, dans la vie, tout le monde sait qu'il y a 3 grandes familles de systèmes d'exploitation. Il y a PC, Windows, Macintosh, Mac, Apple, etc., macOS d'un côté. Et puis, il y a tout ce qui est Unix. Et donc, Unix est gratuit, open source. C'est-à-dire que vous pouvez consulter les sources, les modifier, etc. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a plusieurs types de distributions, comme on dit Linux, Unix. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Unix était un système d'exploitation qui a été inventé dans les années 60, mais qui était payant. Et des gens se sont dit, notamment Linus Torvalds, se sont dit, bon, on va essayer de créer un clone gratuitement, parce que c'est un système qui est intéressant. Et à partir de là, c'est créé le monde Linux, à partir du monde Unix. Donc quand je disais tout à l'heure que la créativité part toujours de quelque chose d'autre, là on en a une parfaite illustration, c'est que rien ne se perd, tout se récupère. Donc à partir de cette idéologie-là de créer un système ouvert,
Par la suite, il y a eu encore une création, c'est l'idée de distribution. C'est-à-dire qu'à partir de ce fonctionnement Linux, qu'on appelle le GNU Linux, vous irez voir sur Internet comment ça fonctionne, ou si vous savez déjà, bah, tant mieux. Et ben, en fait, on a créé l'idée de distribution qui, elle, permet justement d'adapter le type de Linux au public visé. Et c'est très intéressant parce que justement, là, j'ai un PC donc, que j'ai acheté d'occasion 150 euros, l'Acer C720p, qui est fourni de base avec un système d'exploitation qui n'est pas très intéressant. Donc moi, il me faut un système à la fois intéressant et léger que je vais pouvoir greffer là-dessus. Et donc, il existe une distribution qui, à la base, porte déjà mon intérêt par sa philosophie, c'est la distribution Ubuntu, qui est une distribution que j'aime bien. Mais Ubuntu est fait d'habitude pour des ordinateurs de maison, des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs puissants. Effectivement, et d'autres donc l'entreprise qui s'occupe de la promotion et de l'activité, même si elle ne vend pas le logiciel, il y a quand même une entreprise derrière qui s'appelle Canonical. Et cette entreprise a décidé aussi de proposer une version allégée, plus svelte, du système Ubuntu. Et c'est là qu'entre en jeu la distribution Lubuntu. Donc c'est Ubuntu avec un L devant. L pourquoi? Parce que le bureau qui est utilisé, parce qu'en fait, le poids du système d'exploitation va dépendre de quel bureau vous allez avoir. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que à la place du bureau Unity que vous avez d'habitude, sur le Acer, sur l'Ubuntu, vous allez avoir le bureau LXDE, qui était un des bureaux les plus légers, puisqu'il est basé sur un gestionnaire de fenêtres qu'on appelle OpenBox. Voilà. En fait, si vous voulez, le gestionnaire de fenêtres est le noyau un petit peu de tout, mais dessus, vous pouvez encore greffer ce qu'on appelle le bureau, quoi. Et donc, le bureau LXDE basé sur la gestion OpenBox constitue ce qu'il y a de plus constitue un bureau léger, pas le plus léger, mais disons que on est à la croisée de plusieurs mondes. On est à la croisée du monde, on est à la croisée du monde Unix avec la légèreté. Donc, il y a plus léger, il y a des distributions qui sont plus légères comme DSL, Damn Small Linux, qui est une des plus légères, hein, mais donc ça veut dire qu'il y a plus léger que l'Ubuntu. Mais disons que pour un PC comme celui-là, on n'a pas besoin d'avoir non plus, parce qu'il faut dire que les distributions qui sont encore plus légères, elles sont peut-être pas forcément aussi belles. Là, ce qui est bien, c'est que l'Ubuntu avec LXDE, donc le bureau LXDE, il est pas laid, léger et pas laid. Pour moi, ça constitue un bon rapport. On est bon. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix de cet ordinateur portable. Donc je vous montre. Alors déjà, il est très. Donc dedans, il y a une espèce de mémoire qui n'est pas un disque dur habituel, qui est une mémoire de type, je sais plus comment. Enfin bref, c'est un peu un genre de SSD, mais c'est pas vraiment du SSD. Hein. C'est quand même moins puissant que du SSD, mais donc c'est pas un vrai disque dur habituel qui risque de se casser en faisant des gestes. En plus, l'autonomie est bonne. Donc, vous voyez, il s'ouvre très rapidement. Regardez, là, paf, je suis déjà sur le bureau. Donc en fait, Windows 10 n'a rien inventé du tout, ou Windows 8 n'ont rien inventé du tout avec la rapidité de démarrage. Vous avez vu, à la vitesse où je suis arrivé sur le bureau, on en a même pour quelques secondes. Donc voilà ce que j'appelle un bureau léger. Donc voilà, on ne va pas trop s'éterniser sur la partie matérielle, parce que chacun pourra effectivement choisir le matériel qu'il veut. Mais pourquoi il est important il est important que j'explique pourquoi j'ai pris donc un Acer qui est un Chromebook. Donc les Chromebooks, c'est vraiment des ordinateurs, des netbooks qui sont spéciaux. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont sous un système d'exploitation qu'on appelle Chrome OS. Et Chrome OS, c'est en fait un Linux. Oui, Google a utilisé un Linux, l'a refait à sa sauce, l'a allégé et le propose. Et ce qui fait que le matériel est déjà bien reconnu au niveau Unix, Linux, parce que parce qu'il y a déjà un Linux qui a déjà été installé par le passé dessus au travers Google. Donc, à partir de là, effectivement, si le Linux de Google est passé dessus et fonctionne, ça veut dire que quelque part,
ce netbook est plus fait pour accueillir Linux qu'un autre. Et c'est vrai, parce que vous regardez la plupart des netbooks, ils ont souvent des problèmes avec Linux. Parce que le gros problème, c'est que les entreprises cachent un petit peu le code secret de leurs drivers, ce qu'on appelle des drivers propriétaires. Et donc Linux, lui, qui est un système libre, n'a pas toujours accès donc n'a pas l'argent pour payer les licences, hein, puisque Linux appartient à personne, c'est un système open source qui appartient à tout le monde, donc il ne peut pas forcément avoir accès à ces codes sources. Donc évidemment, et, comment dire, pour être sûr qu'un Linux passe bien sur un netbook, mieux vaut prendre un Chromebook. Et en plus, l'Acer C720p est un netbook qui est connu pour bien fonctionner. Bon, il y a quelques réglages à faire pour le pavé tactile. Donc je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Vous rassurez-vous en ce qui concerne la méthode et la marche à suivre. Il y a quelques manips à faire, mais prenez votre temps. C'est un apprentissage. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais tâté du Linux, c'est sûr qu'en une après-midi, vous n'allez pas maîtriser ce système, hein. Il va falloir beaucoup d'abnégation parce que c'est un système qui requiert des notions, hein. Donc, mais à la limite, si vous pouvez le faire faire par un freelance, euh, imaginons que vous n'ayez pas le temps de vous plonger dans Linux. Vous pouvez très bien aller voir un assembleur PC, lui expliquer la situation. Voilà, bon, moi j'ai acheté sur Cash Converter ou eBay ou Le Bon Coin. J'ai acheté. D'ailleurs, j'ai été voir sur Le Bon Coin. Il y a plusieurs encore Acer C720p. Donc il y en a encore aux alentours de 150 euros. Vous voyez, c'est vraiment pas cher pour. Je le remontre parce que j'en suis fier, hein. 150 euros. Voilà, vous avez un système qui est très fluide, qui marche. Et vous pouvez travailler avec. Alors, vous ne ferez pas les mêmes choses, les mêmes jeux que sur Windows, ou que sur votre PC de maison, mais voilà. Donc, vous pouvez très bien aller voir un assembleur, lui expliquer la situation. Moi, je vous donne le Chromebook, vous débrouillez avec, parce qu'il ne faut patcher le BIOS, il faut. Voilà. C'est pas anodin. Et c'est même risqué, parce qu'une mauvaise manip est possible. Donc voilà, je vous préviens à l'avance que faire ce genre de manip n'est pas forcément simple. Et donc, je pense qu'il y a deux catégories de personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y a ceux qui maîtrisent Linux et qui vont dire ah ben ça c'est facile, c'est une bonne idée qu'il a donné là, le mec là, donc je vais faire sur sa chaîne vidéo, je vais faire comme lui. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, au contraire, eh bien, vont dire mais celui-là il est complètement barré. Il nous demande d'acheter d'occasion un truc qui a été fait par Google, mais qu'il faut le détourner. On n'est pas sûr que ça marche, c'est dangereux. Oui, oui, dans ces cas-là, ne le faites pas et allez voir un professionnel qui va vous le faire facilement parce qu'il n'y a pas de magie derrière. C'est-à-dire que n'importe quel informaticien, installeur de PC, sera capable de suivre les instructions sur Internet permettant d'arriver au résultat requis. Bon, on va pas s'éterniser sur la partie matérielle parce qu'il y a encore des choses à dire et le temps file. Et donc, alors, vous me dites, la première question qui vous vient à l'esprit, c'est celle-là. Alors, effectivement, pour répondre à cette question, je dirais que la meilleure solution pour faire le pont entre les deux mondes, entre le monde mobile et votre appartement, c'est le cloud. Le cloud le cloud, je ne sais pas comment exactement le prononcer, mais l'important c'est de comprendre qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc, qu'est-ce que peut vous apporter le cloud? C'est d'avoir accès depuis Internet à vos fichiers sur plusieurs machines et à partir de là, si vous commencez un travail chez vous sur un fichier bureautique, il suffit qu'il soit dans un répertoire reconnu par le cloud. Et ensuite, une fois que vous allez vous connecter depuis la bibliothèque sur Internet, vous pourrez avoir accès à ce fichier. Alors, effectivement, la philosophie de la chose, c'est que il faut que vous utilisiez des logiciels qui sont compatibles sur les deux systèmes d'exploitation, puisque chez vous, enfin, d'après la philosophie que je mets en place, chez vous, vous avez un Windows, en mobilité, vous avez un Linux, un Ubuntu.
Donc comment faire pour que les deux mondes puissent s'emboîter facilement? Eh bien, tout simplement, il faut utiliser des logiciels, il faut utiliser les mêmes logiciels. Alors vous allez me dire, mais attendez, est-ce que Linux possède les mêmes logiciels que Windows? Ce serait vous mentir que de dire oui, parce que des logiciels comme Word ou Excel sont plus difficiles à faire fonctionner sur Linux, bien que ce soit faisable avec des manipulations. Mais disons que de base, parce que vous prenez Linux de base, c'est un système qui est très simple en fait. Si vous ne faites rien de spécial, c'est un système très simple, puisque vous avez un gestionnaire d'installation. En fait, là où dans Windows, vous allez sur Internet, à droite à gauche, pour installer vos logiciels et tout ça, sous Linux, c'est beaucoup plus simple. Vous avez un gestionnaire de paquets qui s'appelle Synaptic, sous Ubuntu, qui vous présente la liste de tous les logiciels et de leurs dépendances entre eux. Parce que certains logiciels peuvent faire appel à d'autres, peuvent avoir besoin d'un autre pour fonctionner, etc. Et tout ça devient relativement vite complexe. Et il est là, le logiciel Synaptic est là pour vous aider à gérer à votre place les dépendances entre librairies, logiciels, etc. Et aussi vous présenter de manière facile. Par exemple, si vous tapez Firefox dans Synaptic, pouf, il vous sort. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un site internet, quoi que ce soit. Non, il vous le sort. Vous avez juste à cliquer, à mettre dans le panier, ou voilà quoi. Après, vous mettez tous les logiciels que vous voulez dans le panier, pouf, vous appuyez, vous partez manger, ou vous revenez, tout est installé, voilà. Alors, dans votre panier, vous allez mettre, je sais pas, vous allez mettre Firefox, GIMP, LibreOffice, etc. Et vous allez avoir une longue liste comme le bras, mais c'est pas grave, vous partez et lui il s'occupe du reste. Ça, c'est déjà une gestion beaucoup plus intelligente que sous Windows, hein, parce que sous Windows, je suis désolé, mais si vous avez 50 logiciels installés, vous en avez pour une semaine. Sous Linux, vous en avez pour un quart d'heure. Juste le temps de taper les 50 noms de logiciels dans Synaptic. Juste ce temps-là. Et une fois que vous les avez tous sélectionnés, vous appuyez sur installer, vous partez. Et le Linux va se charger d'installer les 50 logiciels un par un. Donc vous voyez, les philosophies sont différentes. Donc là, je me suis un peu égaré sur la philosophie d'installation de logiciels, mais tout ça pour vous dire que je voulais simplement dire que de par la manière normale sous l'Ubuntu d'installer des logiciels, il n'y a pas tous les logiciels que Windows connaît. Office n'existe pas en Linux, à ma connaissance. Donc après, si vous voulez le faire marcher, il faut passer par des émulateurs, par des tas de trucs qui sont peut-être pas forcément du goût de tout le monde. Donc c'est pour ça que j'élimine tout de suite d'emblée ce genre de pensée impure. Alors ce n'est pas une religion, mais disons que je suis là pour faire gagner du temps aux gens. Voilà le but de cette chaîne. Donc il n'est pas nullement intéressant. Il est nullement intéressant de partir justement dans des trucs complexes. Où, oui, on veut travailler sous Word. Non, mais en fait, ça va vous obliger à travailler de manière bureautique en open source. C'est-à-dire que ça va vous obliger à utiliser LibreOffice. LibreOffice, qui est gratuit, comme chacun le sait, et qui est disponible à la fois sur Windows et sur Linux. Donc les fichiers que vous allez produire avec ce genre de logiciel pourront être lus sur les deux plateformes. Et justement, ces fichiers seront dans le cloud. Et à partir de là, à partir du moment où les fichiers sont dans le cloud et qui sont reconnus par vos deux machines, à partir de là, vous êtes bon. Très très bon. Alors, il y a plein de logiciels en plus qui sont open source et qui peuvent être intéressants. Par exemple, il y a FreeMind qui vous permet effectivement de faire des cartes mentales. Vous avez des logiciels comme Thunderbird pour lire vos mails. Vous avez des logiciels comme GIMP pour faire de la retouche photo, un peu comme Photoshop. Vous avez vraiment pas mal de logiciels qui seront à la fois lisibles sur le PC et sur votre Linux. Donc vous comprenez l'intérêt de bien choisir ces logiciels. C'est pour ça que je voulais, dans cette vidéo, avant toute chose, vous annoncer que le choix des logiciels est crucial. Alors si ça fait des années que vous travaillez sous Word, vous allez peut-être un peu embêté. Et ça, j'en suis formellement désolé. Mais ce message s'adresse aux gens qui ont une certaine souplesse d'esprit et d'activité et il faut repartir à zéro. Il faut repartir à zéro dans votre mentalité et vous dire... Je crée un écosystème digital qui doit être cohérent. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment.
C'est comme si vous allez mettre de l'essence dans une voiture gasoil, ça marche pas. Et pourtant, ça gêne personne. Il y a personne qui vient se plaindre en disant oh, écoutez, ma voiture diesel, j'arrive pas à mettre de l'essence. C'est pas normal, je suis pas content, je veux que je sois remboursé. Non, personne ne dit ça. Ben, c'est pareil en informatique. Vous n'allez pas pleurer parce que Linux ne sait pas faire certaines choses. Parce qu'il a d'autres utilités que celles que vous connaissiez sous Windows. Donc il faut avoir l'esprit large. Et je sais que c'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires au changement ou qui ont pris des habitudes. Donc pour ces personnes-là, je suis désolé, mais ma vision ne vous plaira pas. Par contre, une question contradictoire peut être mise en avant. Alors à cette réponse, je pourrais répondre, enfin à cette question, je pourrais poser une autre question qui est est-ce qu'il existe une alternative à la voiture, par exemple? Ah oui, vous pouvez marcher. Donc effectivement, il existe une alternative au cloud et qui existe depuis très longtemps. C'est la bonne vieille disquette. Ou à notre époque, on va plutôt parler de clé USB. Donc c'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous passer du cloud pour différentes raisons, parce que je ne suis pas ici pour polémiquer sur la NSA, sur la sécurité des données, moi je suis juste là pour vous faire gagner du temps, pas pour vous en faire perdre. Et donc, il y a plein de moyens de se passer du cloud, et donc c'est même plutôt rassurant. C'est-à-dire on n'est pas dépendant du cloud. C'est une technologie qu'on peut utiliser ou non. Et si vous souhaitez ne pas l'utiliser pour diverses raisons, et bien ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est vous tourner vers les bonnes vieilles méthodes de mamie. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Après, c'est plus contraignant. Parce que avoir une clé USB à se balader, il faut la débrancher du PC, la remettre dans sa poche pour ensuite la ressortir au bon moment, pour la remettre dans son ordinateur portable, son netbook. Je trouve ça légèrement contraignant. C'est la raison pour laquelle je vous conseille quand même fortement de vous inscrire par exemple chez Dropbox. Alors, je n'ai aucune part de marché chez Dropbox. Pourquoi je vous parle de chez Dropbox? Parce que tout simplement, ils ont développé un client pour Linux. C'est-à-dire qu'ils ont développé un logiciel, effectivement, qui va directement pouvoir s'installer via le gestionnaire synaptique. Donc, pas de bidouille à la con. Hop, vous tapez. Enfin, peut-être pas par synaptique, peut-être que vous avez juste à télécharger. Parce qu'en fait, il y a deux méthodes d'installation sous Linux. N'ayez pas peur de ça. Il y en a une qui est de passer par ce qu'on appelle synaptique. Je vous disais, cette espèce de boîte à outils qui facilite les choses. Mais pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, car je n'ai pas le temps, et ben, en fait, il y a des sites internet qui proposent de télécharger les logiciels et en cliquant dessus sur Ubuntu Linux, vous allez pouvoir les installer. Et donc Dropbox fait partie de cet exemple, c'est-à-dire que vous téléchargez le fichier et vous l'installez, et donc le résultat est là, quoi, c'est-à-dire que vous l'avez. Et pourquoi je préfère un cloud qui a préparé Linux et qui a pensé à Linux? Parce que effectivement, il y a d'autres clouds où il existe des logiciels mais qui ne sont pas faits par l'entreprise en question. C'est-à-dire que j'avais lu justement que il existait un client Linux pour Google Drive, mais il n'est pas fait pour Google, à ma connaissance. Alors, ça peut poser problème dans le sens où si un jour l'entreprise décide d'arrêter ce logiciel, vous êtes un peu marron parce qu'il faut toujours qu'un logiciel évolue. Que ce soit sous Linux ou Windows, un logiciel qui évolue plus a pour conséquence de s'arrêter et de vous poser problème. Et donc, j'ai préféré opter pour Dropbox qui a lui-même développé sa solution Linux de partage de fichiers entre le cloud et la machine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec le cloud, c'est que vous ne pouvez pas synchroniser votre disque dur directement. Il faut, entre le disque dur et le cloud qui est situé sur Internet, il faut une passerelle qui est un logiciel qu'on installe en tâche de fond et qui est là et qui surveille constamment les disques durs pour voir les modifications effectuées. Et donc ce logiciel existe bel et bien pour Linux. Donc grâce à lui et grâce aux 2 gigaoctets offerts par Dropbox, parce que je pense que les fichiers de travail courants ne dépassent pas 2 gigas. Après, je parle des fichiers sur lesquels vous êtes en train de travailler. Après, évidemment, vos archives, il faut les stocker quelque part ailleurs que dans le cloud, parce que le cloud en gratuit, ça fait 2 gigas. Avec ça, vous ne pouvez pas mettre l'ensemble des 10 ans d'archives derrière vous que vous avez. Donc il faut après vous démerder avec un disque dur ou n'importe quoi. Mais pour les fichiers de travail que vous avez l'habitude de travailler,
vos dossiers courants, vos articles courants, ce sur quoi vous êtes en train de travailler. 2 gigas suffisent selon moi. Après, si vous voulez plus, il faudra mettre la main à la poche. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de cette présentation du matériel nécessaire pour organiser sa vie digitale selon moi. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous posez vos questions dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a appris des choses, mais ne soyez pas trop sceptique et ne soyez pas trop critique quant à la qualité de la vidéo, c'est la première. Donc évidemment, je ne maîtrise encore pas très bien le matériel, etc. Donc les choses vont s'améliorer sur cette chaîne petit à petit. Et à chaque fois, cette chaîne a pour but de vous faire gagner du temps en vous amenant des éléments précis et directs. Après, ce sera à vous, effectivement, d'aller chercher les différentes informations. Mais je pense que vous pouvez faire de la sous-traitance d'un côté, pour ce qui est trop difficile. Et d'un autre côté, vous pouvez faire ça de manière passionnée. C'est-à-dire, voilà, tiens, Linux que je ne connais pas, bon, ben, comment ça marche? Quelles sont ses fonctionnalités? Quelles sont ses méthodes? C'est pas compliqué, hein. En fait, Linux, c'est un système qui est très cohérent, très coordonné. Il n'y a pas de surprise. Donc en apprenant, c'est pas magique, hein, c'est pas une boule magique. Oh, qu'est-ce qui se passe sous Linux? Non, Linux, il n'y a pas de souci. Moi au début, pareil, ça me faisait peur Linux, hein. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis plus sous Windows. Oui, effectivement, Windows vous a donné certaines habitudes. Je dis pas qu'elles sont mauvaises. Là où justement je me permets d'être neutre, et par rapport à d'autres qui vont lancer des débats stériles et qui vont troller toute la journée, chaque chose a sa place, a son utilité. Donc Windows, c'est un logiciel que je ne critiquerai pas, que j'utilise d'un côté et Linux de l'autre. Voilà. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens sont comme moi dans cette philosophie de voir les choses comme un écosystème où chacun a sa place, plutôt que de dire ah ben non, c'est soit Windows soit Linux, mais moi je veux pas du tout mélanger les mondes. Je vois pas pourquoi on ferait pas une chose pareille, mais bon, chacun a sa vision et je respecte les visions des autres. Mais respectez la mienne.